L'histoire nous entraîne au cœur de la forêt noire, où, parmi les arbres baignés d'ombre, se dresse une maison entièrement construite à partir de champignons vénéneux. C'est en ce lieu que vit une jeune sorcière nommée Luna. Malgré son apparence juvénile, le narrateur précise qu'elle a vécu bien plus longtemps que n'importe quel humain n'en aurait l'air à son âge. Sa vie a toujours été ainsi, calme et silencieuse. Luna vit seule depuis qu'elle mesurait à peine un peu plus de la moitié de sa taille actuelle, et ses derniers compagnons constants étaient de petits amis avec lesquels elle préparait des remèdes. Le travail est répétitif, rythmé par la vapeur qui s'élève lentement, mais cela l'apaise. De plus, ses potions soignent diverses maladies et se vendent bien en ville, ce qui la motive à continuer. C'est à ce moment que nous faisons la connaissance du petit taureau, qui lui demande s'ils vont se rendre en ville. Luna confirme. Le petit descend alors de son épaule et, au contact de Luna, se transforme en un véritable taureau. Luna et le petit mouton s'organisent, préparent leurs affaires, transportent leur équipement et disposent les objets sur leur dos. Dorito demande à Luna de monter sur lui, mais la protagoniste refuse, expliquant qu'elle se sentira mieux au retour. Une fois la décision prise, tous deux prennent la route vers la ville. Le récit explique que tous les 3 mois, Luna apporte ses remèdes pour les vendre. Pendant le voyage, le taureau lui demande si elle compte acheter d'autres livres avec l'argent des ventes, et Luna acquiesce. En réponse, il confie qu'il aimerait avoir un gilet rouge, beau, chaud et confortable. Luna lui demande s'il ne s'en était pas tricoté un lui-même l'autre jour. Le taureau explique qu'il ne le porte pas, car il est rêche et lui cause de l'inconfort. Il ajoute ensuite qu'il a entendu dire que les peaux de chèvre veloutées sont douces, soyeuses et très chaudes. En entendant cela, Luna comprend qu'il dévalorise la laine mérinos du petit mouton. Le taureau s'empresse de préciser que ce n'est pas le cas, qu'il s'agit simplement d'une préférence personnelle et que le velours de chèvre est meilleur pour sa peau. Il demande alors s'ils peuvent s'arrêter dans une boutique de gilets. Un détail curieux du voyage est que, partout où Luna passe, une rangée de champignons commence à pousser derrière elle. Après une courte marche, ils aperçoivent la ville au loin. Tout au long du trajet, différentes espèces de champignons émergent du sol, comme si la forêt elle-même répondait à la présence de la sorcière. Même lorsqu'ils entrent dans la ville et qu'ils discutent tranquillement, les gens les observent avec mépris. Luna ignore ces regards, ou peut-être ne les remarque-t-elle même pas, continuant à parler avec le petit taureau des gilets en velours de chèvre. Le taureau lui demande si elle en a déjà touché un, et Luna répond que non. En entendant cela, il lui suggère d'aller voir par elle-même. Le récit précise que, pour une raison inconnue, chaque fois que Luna touche certains endroits ou s'y déplace, des champignons vénéneux se mettent à pousser, ce qui a conduit les gens à la surnommer la sorcière aux champignons. À un moment donné, un enfant s'approche de l'un des champignons au sol, mais sa mère le tire aussitôt en arrière, en disant qu'il ne faut surtout pas toucher aux champignons empoisonnés de la sorcière noire, car des personnes ont déjà eu la peau irritée après les avoir effleurés. Une autre personne ajoute que ces champignons dégagent un gaz étrange, renforçant l'idée qu'ils sont toxiques. Malgré cela, Luna et le taureau arrivent devant la boutique de gilets, mais le commerçant ferme immédiatement son échoppe en les apercevant. Le petit taureau se montre déçu, alors Luna le réconforte en lui disant qu'elle modifiera l'autre gilet afin de le rendre plus doux et plus agréable à porter. Soudain, des enfants commencent à chuchoter, affirmant que le souffle de la sorcière noire est empoisonné et que plus on s'en approche, plus le danger est grand. Il est expliqué que Luna ne se sent pas très à l'aise en ville. Ce qui la dérange réellement, ce sont surtout les endroits bondés, puisqu'elle a toujours vécu dans l'isolement. Malgré cela, elle n'a jamais éprouvé de tristesse à ce sujet. Après tout, elle ne peut pas changer ce qu'elle est. Après un certain temps, ils arrivent à la pharmacie. Le propriétaire les accueille chaleureusement. Luna remarque qu'elle est arrivée juste à temps, car ses remèdes sont restés efficaces et fonctionnent parfaitement. Le pharmacien loue leurs effets et lui demande d'apporter une plus grande quantité la prochaine fois. Il est précisé que l'apothicaire traite Luna avec bien plus de bienveillance que le reste de la ville, car il apprécie son talent et comprend un peu la nature des sorcières noires. Malgré cela, Luna ne retire jamais son foulard d'herbe. Avant de partir, le pharmacien lui demande d'emporter les champignons qui ont poussé devant la boutique. Ensuite, Luna se rend à la librairie. Le libraire l'accueille chaleureusement. Il est issu à la fois des humains et des esprits, ce qui lui permet de comprendre Luna dans une certaine mesure.
Assis près de la fenêtre, il remarque qu'il avait entendu beaucoup d'agitation en ville et qu'il s'était douté qu'elle finirait par apparaître. Pendant qu'ils discutent, Luna remarque quelque chose de différent chez lui. À l'instar des habitants de la ville, il apprécie ce qui est étrange et inhabituel. Respirant à la frontière entre le monde humain et le monde spirituel, il s'en rend compte et lui demande de ne pas mal interpréter cela, car il ne souhaite pas qu'elle tombe amoureuse de lui. En entendant cela, Luna se sent légèrement déçue. Le petit taureau commente alors que de nombreux esprits ont tendance à être vaniteux. Le libraire ajoute qu'il était heureux de recevoir sa visite, car cela faisait longtemps que Luna n'était pas venue, et que respirer l'air de la ville l'avait rendue corrompue et déprimée. Grâce à elle, il pense qu'il pourra de nouveau partir. Il lui demande si elle a absorbé le poison de la ville et, si c'est le cas, la remercie. Puis il évoque à quel point la réaction du corps des sorcières face à la pollution est incroyable, faisant pousser des champignons afin de décomposer le poison, même si porter tout cela doit être un lourd fardeau, autant pour elle que pour les champignons. Luna répond qu'elle a été irritée par l'apparition d'autant de champignons sur la place du carrefour. Le libraire lui explique que, la semaine précédente, une exécution publique a eu lieu à cet endroit. Un énorme champignon a poussé près de la fontaine, résultat du ressentiment de la personne condamnée et de la haine de la foule, qui se sont concentrés là et se sont transformés en poison. Il ne le dit pas explicitement, mais suggère que cette exécution a peut-être eu lieu parce qu'elle impliquait une sorcière, possiblement quelqu'un que Luna connaissait, injustement condamné. Bien que petit, le royaume a prospéré au fil du temps grâce au pouvoir des rois mages. On raconte que la famille royale choisit de puissantes sorcières blanches comme consortes afin d'absorber. C'est pour cette raison que celles et ceux qui servent la couronne sont appelés sorcières blanches et sorciers blancs. Ceux qui refusent de se soumettre reçoivent le titre de sorcières noires et de sorciers noirs. C'est ainsi qu'est née la Maison des sorcières noires. Enfin, le libraire mentionne qu'il a reçu de nouveaux ouvrages intéressants et qu'il en a mis certains de côté, pensant qu'ils plairaient à Luna. Même dans un monde difficile pour une sorcière, tandis qu'elle lui achète des remèdes et lui vend des livres, la personne pour laquelle elle éprouve tant d'affection ne peut jamais être entièrement haïe. Lorsqu'il passe dans le monde humain, dans les limites de ce qu'il connaît déjà, il précise qu'il paiera, expliquant que le paiement consistera en 6 porcs ainsi qu'en quelques champignons. Ces éléments prennent de la valeur sur le plan financier, car, selon lui, l'argent est chargé d'énergie, et plus précisément d'énergie négative. Pendant que Dorito mâche les champignons éparpillés le long de l'escalier, les familiers de la sorcière observent les livres fixés à son chapeau, juste là, sous leurs yeux. Le libraire demande alors une faveur à la sorcière. Il a reçu un livre très étrange, qui semble enveloppé d'une malédiction terrible et extrêmement puissante. Luna se tourne vers l'ouvrage, le fixe, et une aura sombre commence à s'en dégager. Des rumeurs racontent que de nombreuses personnes ont perdu la raison, voire la vie, après avoir lu ce livre, et le libraire a peur ne serait-ce que de le toucher. La sorcière, cependant, s'approche, envisageant la possibilité de l'ouvrir, lorsque soudain un champignon géant en surgit, doté d'une énorme bouche qui se jette directement sur Luna. La sorcière se contente de lever la main et, grâce à sa magie, absorbe toute l'énergie du champignon, le réduisant à un petit fungus qu'elle mange aussitôt après, avertissant que le livre est désormais sans danger et que, à en juger par le goût, la malédiction devait être responsable de la mort d'environ 150 personnes. Le libraire n'aurait jamais imaginé une telle chose. Il reconnaît cette saveur et se sent soulagé, commentant à quel point cela est impressionnant. C'est à ce moment que l'on réalise que, malgré tout ce qu'il a dit, le libraire n'a pas cessé de brûler de l'encens depuis l'instant où la sorcière est entrée dans la boutique et a touché la vitre. En signe de gratitude, le libraire dit à Luna qu'elle peut lire le livre et que, s'il lui plaît, elle peut le garder. Après cela, elle quitte la librairie. Un détail curieux attire alors l'attention. Dès qu'elle part, le libraire commence à nettoyer avec du désinfectant tout ce qu'elle a touché. Mais il se sent reconnaissant de ne pas l'avoir fait devant elle et, comme d'autres personnes, il ne lui ferme pas ses portes. La porte se trouve juste devant lui et cela ne le dérange pas le moins du monde. En continuant simplement à avancer dans la ville, on remarque que de nombreuses personnes se sont rassemblées dans un endroit par tout le monde montrait de l'impatience, car on distribuait un médicament, le même que Luna avait livré plus tôt.
Tous étaient heureux de disposer enfin d'un remède capable de guérir leurs proches malades et souhaitaient remercier la personne qui l'avait préparé, tout en saluant le fait qu'il soit vendu à un prix abordable. Cette scène dessine un tableau qui fait naître un sourire sincère sur le visage de Luna. Même si elle avait traversé plusieurs situations désagréables en ville, cet endroit valait la peine d'être visité, car jamais elle n'aurait vécu de tels moments si elle était restée isolée dans sa maison au cœur de la forêt. C'était la récompense d'avoir eu le courage de faire un pas vers le monde extérieur. On voit alors davantage de roses éclore sur son chapeau. Le petit taureau remarque que, s'il savait qui avait réellement fabriqué le médicament, il ne l'achèterait sans doute pas, mais que si Luna est heureuse, alors lui aussi l'est. La fatigue que la ville pouvait lui imposer disparaît en un instant. Pour la sorcière, ce moment est plus puissant que n'importe quelle magie. À cet instant, il remarque un homme appuyé sur 2 béquilles, observant les gens acheter le médicament. Rien que cela attire déjà l'attention. Luna et Taureau s'approchent et, le lendemain, demandent à l'homme si la pharmacie pourrait vendre un remède capable de régénérer des jambes. Bien sûr, ce n'est pas possible. Si un tel médicament fonctionnait, il serait considéré comme suspect par les autorités, qui lui conseilleraient même de ne plus fabriquer de remède. C'est étrange, car elle rencontre déjà de nombreux problèmes du simple fait d'être considérée comme une sorcière noire, ou du moins c'est ce qu'elle croit. Elle remet alors les jambes dans le sac de médicaments. Malgré tout, l'homme insiste, affirmant qu'il en a réellement besoin. En quittant la pharmacie, le petit taureau commente qu'il est dommage qu'il n'ait pas accepté les remèdes, malgré tous les efforts fournis. Remarquant qu'il s'arrête et regarde autour de lui, Luna se demande s'il ne cherche pas encore l'homme à la jambe manquante. Le lendemain, la protagoniste aperçoit quelqu'un de semblable, mais celui-ci s'enfuit rapidement. Le petit taureau rappelle à Luna que, même s'ils essayaient de poser des questions, les gens répondraient difficilement. De plus, il se demande si quelqu'un accepterait le médicament s'il venait à le trouver. Puisqu'il pourrait s'enfuir comme cet homme, Luna a alors une idée. Laisser le sac de médicaments bien en évidence et permettre à la personne de le trouver d'elle-même. Le taureau suggère alors qu'il s'arrête pour parler au libraire ou à l'apothicaire, parce qu'il veut lui aussi boire un soda à la barbe à papa. À ce moment-là, ils entendent un couple en train de flirter. Le narrateur explique que c'est la première fois que la sorcière voit des gens si proches, riant de cette manière. Elle trouve cela très étrange, après tout, à cause de sa constitution empoisonnée. Si quelqu'un essayait quelque chose de semblable avec elle, l'autre personne s'en sortirait très mal. Un jour, de jeunes hommes avaient tenté de dépasser les limites, mais le simple fait de la toucher leur avait causé de violents frissons et des difficultés à respirer. Depuis lors, plus personne n'a essayé de s'approcher d'elle, et ainsi, elle n'a jamais ressenti la chaleur d'un autre être humain. La jeune fille observe longtemps la scène et dit à son petit ami que cette sorcière ne lui permettrait jamais d'être avec elle. Le garçon la rassure en affirmant qu'il serait impossible de résister à une telle beauté. Une dernière fois, Luna se retourne et comprend quelque chose de nouveau. Ce sentiment s'appelle l'amour romantique et elle en remercie le ciel. Elle en avait lu l'existence dans un livre et poursuit alors son chemin. Sur la route vers la librairie, il commente que, même si les sorcières peuvent faire beaucoup de choses, il existe des expériences humaines qu'elles ne peuvent pas vivre, des choses communes aux gens ordinaires, comme les relations amoureuses, impossibles pour les sorcières. Une romance a toujours ses points positifs et négatifs, mais ceux-ci s'équilibrent, et cela ne la dérange pas tant que ça. En arrivant à la librairie, le libraire commente que beaucoup de personnes ont perdu une jambe lors de la dernière guerre, mais qu'il demandera des renseignements pendant qu'il prépare une boisson pour le petit taureau. Il demande alors « Qu'est-ce qui est arrivé à Luna ?» Le taureau répond qu'elle est devenue ainsi après avoir vu un couple amoureux. Comme il est un taureau, le libraire ne comprend que les « me » et suppose qu'elle cherche des romances populaires. Il lui indique alors l'endroit où elle se trouve. Plus tard, ils rentrent à la maison et sont accueillis par Marino et le chat. Ils demandent s'ils ont apporté des cadeaux, mais Minos répond qu'ils ont acheté encore plus de livres. Après tout, aucune boutique n'est faite pour servir les sorcières noires. Marino commente qu'il aime les livres avec des illustrations. Les 3 petits continuent de marcher vers la maison, Luna tenant son livre et commençant à lire. Après tout cela, l'histoire lui permet d'échapper au monde qui l'entoure et de devenir quelqu'un d'autre. On le voit lorsqu'elle utilise sa magie pour faire jaillir les dessins des pages et les animer, recréant les batailles intenses décrites dans le texte. Mais ce n'est pas tout.
Il existe aussi des sujets de recherche et bien d'autres thèmes encore. C'est pour cette raison que les enfants reviennent toujours vers les livres. À travers eux, nous dit-on, il est possible de vivre de nombreuses vies, même sans ressembler à aucune d'entre elles. La sorcière ne se sentait plus complètement seule. La nuit, on voit Luna blottie contre un chat géant, tandis qu'elle projette autour d'elle des images tirées des livres. Celui-ci lui demande alors si elle n'aimerait pas lire une histoire romantique. Luna rougit, mais commence la lecture et observe les dessins prendre vie. Minos lui demande ce qu'elle en pense. Le récit suit la protagoniste, tout comme les illustrations, et tout le monde est impressionné. Puis Luna prend une feuille de papier et se met à dessiner, un autre de ses passe-temps favoris. Marino et les autres lui demandent ce qu'elle dessine, et Minos, l'ayant compris, répond qu'il s'agit du garçon du couple qu'ils ont vu en ville. Luna, sorcière sensible qui craint que son poison ne détruise tout ce qu'elle trouve beau, trouve du réconfort en dessinant ce qui l'enchante. Son talent grandit au point que, sans le vouloir, elle donne vie à ses illustrations. En dessinant un garçon qu'elle considère plus beau que n'importe quel prince, ses dessins s'animent. Le garçon lui sourit, danse aux côtés d'un mouton et invite Luna à danser, offrant à la sorcière sa toute première expérience d'affection et de contact humain. L'instant est magique et inoubliable, mais il prend fin lorsqu'une bourrasque de vent brise l'enchantement, faisant retourner le garçon sur le papier. Le lendemain, Luna retourne en ville avec le petit taureau pour acheter davantage de matériel, poussée par le désir de revivre cette expérience. Cependant, elle y rencontre de nouveau le garçon, désormais nommé Henri, engagé dans une dispute avec son ex-petit ami, qui affirme qu'il a changé depuis le jour où il a vu la sorcière noire. En entendant cela, Luna, effrayée, finit par utiliser involontairement sa magie pour rendre à Henri son éclat, se révélant ainsi à lui. Lorsqu'il comprend que Luna est la sorcière qu'il avait vue auparavant, Henri s'enfuit. Ébranlée, Luna décide de ne plus jamais dessiner, tandis que Henri, troublé, avoue ressentir l'envie de reparler à la sorcière, car, l'espace d'un instant, il avait oublié qu'elle était une sorcière noire et n'avait vu qu'une personne belle. Un autre jour, en ville, nous voyons Luna marcher tranquillement, lorsqu'Henri arrive par derrière pour la saluer et lui demander son nom. La sorcière reste silencieuse et regarde autour d'elle, cherchant à comprendre à qui il s'adresse. Henri affirme qu'il lui parle bien à elle. Pour la sorcière, qu'on s'adresse à elle sans hostilité est quelque chose de très étrange. Ajoutée à la culpabilité de la veille, elle est encore moins calme que d'habitude. Henri se présente alors et lui demande si elle s'appelle Luna. Tous ceux qui les entourent trouvent la scène étrange, se demandant s'il est en train de flirter avec la sorcière noire, lui qui est surnommé le héros des coureurs de jupons. Henri confie à Luna qu'il a l'impression de l'avoir déjà vue auparavant. À ces mots, la sorcière se cache dans son chapeau et s'envole au loin, laissant Henri seul avec le petit taureau. Plus tard, nous voyons Luna réapparaître, observant de loin Henri en train de nourrir le petit taureau. Celui-ci lui annonce que son ami est déjà venu le chercher et, sortant de l'intérieur d'un champignon, il s'approche d'elle en pleurant de l'avoir abandonnée, lui donnant un coup dans le ventre. Luna se contente de s'excuser. Henri lui demande alors si elle va bien, expliquant que le taureau lui a dit qu'elle était très timide et s'excusant de l'avoir effrayée sans le vouloir. Luna s'excuse à son tour de s'être envolée et pour tous les désagréments qu'elle lui a causés. Henri, un peu surpris, s'approche en disant qu'il n'avait pas imaginé cela, mais qu'en réalité, ils s'étaient bien déjà rencontrés. Il raconte qu'ils avaient dansé ensemble dans le ciel, cette nuit de pleine lune. La sorcière comprend alors qu'il possède les souvenirs du dessin qu'elle avait réalisé. Henri lui confie qu'il n'a jamais pu oublier son visage depuis cette nuit-là. Alors qu'il s'apprête à lui poser une autre question, il remarque sa main, et Luna fait pousser un champignon devant elle, lui demandant de ne pas le toucher et de ne pas s'approcher. Elle explique que cette nuit-là, elle n'avait pas de corps physique, ce qui lui avait permis de le toucher, mais qu'en réalité, elle est une masse de poison extrêmement dangereuse pour quelqu'un comme lui. Elle s'excuse aussi de l'avoir dessiné sans son consentement. Au lieu de prendre peur, Henri trouve cela fascinant. Il dit avoir entendu de nombreuses rumeurs sur la sorcière champignon, affirmant qu'il était vrai que des champignons poussent sur tout ce qu'elle touche, et ajoutant qu'elle et ses champignons sont bien plus adorables que ce que les gens imaginaient. Entendre cela fait trembler Luna, tandis qu'Henri tend la main vers le champignon qu'elle a fait pousser. Il raconte que, comme il l'avait ressenti cette fois-là, les rumeurs à son sujet sont totalement fausses, car il ne ressent aucun poison dans les champignons qu'elle crée,
répétant une fois de plus qu'elle est adorable. Tant d'affection fait pousser des roses autour de Luna, et elles s'envolent toutes. Après cela, Luna fait apparaître des champignons pour balayer les roses et s'en excuse. Henry lui dit qu'elle a une façon très particulière d'exprimer ses émotions et qu'il ne s'ennuie jamais quand il est avec elle. Les gens qui les observent jugent Henry, disant qu'il doit être l'un de ces beaux types au goût douteux en matière de femmes et que cette personnalité si aventureuse finira par le tuer, même si cette manière d'aller vers les autres fait aussi partie de son charme. Il se demande également s'il n'aura pas de problème à cause de cela, puisque sa famille est fondamentaliste des sorcières blanches, des dévots de la couronne. Il est clair qu'Henry n'est pas comme eux, mais malgré tout, si un membre de sa famille le voyait, il pourrait avoir des ennuis et recevoir une sévère réprimande. Henry se mettra peut-être dans des problèmes, mais c'est la sorcière noire qui devrait se méfier, car elle pourrait finir sur la liste de la chasse aux sorcières. À ce moment-là, on voit un corbeau voler jusqu'à la place et se transformer en un jeune homme portant un masque de corbeau, se demandant ce que fait cette idiote de Luna. De retour auprès du couple, Henry dit à Luna qu'elle n'a plus à s'excuser pour le dessin, car cela lui fait plaisir que son visage lui ait tant plu au point de le mémoriser. Il précise également que le fait que son âme soit passée par le dessin pour Viola n'était pas uniquement dû à son pouvoir. Il mentionne qu'il n'est pas au niveau d'une sorcière ou d'un mage, mais qu'en raison de la famille à laquelle il appartient, ce genre de choses lui arrive souvent. Il dit que les sorcières blanches de sa famille sont très arrogantes et cruelles. Il sait qu'elles le méprisent et n'ont pas une bonne image de lui. Mais Luna ne leur ressemble en rien, ce qui est très étrange. Même si elle a du poison et qu'il est près d'elle, son cœur et l'air qui l'entoure lui paraissent plus purs que d'habitude, comme si tout était plus léger, comme si elle et ses champignons purifiaient les impuretés autour d'eux. Entendre cela fait pleurer Luna, car jusqu'à ce moment-là, toutes les personnes s'éloignaient d'elle et la regardaient avec dégoût, sans savoir ce que son pouvoir faisait naturellement. C'est alors que 3 hommes arrivent en la pointant du doigt. Immédiatement, la sorcière attrape son chapeau et s'y cache avec le petit taureau. Le corbeau d'avant s'envole lui aussi. Les hommes arrivent et demandent à Henry ce qui est arrivé à la sorcière qui était avec lui, exigeant de savoir où elle est passée. Cependant, le corbeau surgit, attrape le chapeau et s'envole avec. Henry se met à courir derrière elle, demandant s'ils se reverront et disant que, si elle ressent la même chose qu'avant, elle a sa permission pour le dessiner à nouveau. De cette façon, elle pourrait aller le voir, et en attendant, il l'attendra. Un instant, on voit quelque chose pousser hors du sol, puis Luna se réveille du rêve qu'elle faisait, réveillée par le corbeau qui l'a emporté. Il s'appelle Cloud, et l'endroit où ils ont atterri est la boutique du bibliothécaire, qui leur demande ce qu'ils font ici. Le corbeau se transforme de nouveau et demande ce que signifiait tout cela, puisqu'elle parlait avec des membres des sorcières blanches en plein jour. Il lui dit que, si la police militaire l'avait capturée, elle ne s'en serait pas sortie facilement, lui demandant si elle comprend seulement la situation dans laquelle elle se trouve. Mais avant tout, le bibliothécaire lui demande de se calmer, puisqu'il est dans la maison de quelqu'un d'autre, et lui demande de s'expliquer. Après le récit, le bibliothécaire comprend que l'amour est arrivé jusqu'à la sorcière. Même s'il s'en réjouit, Cloud, lui, n'est pas du tout content. Malgré tout, le bibliothécaire est heureux de cette romance et lui demande si elle a été influencée par les romans d'amour. Comme Cloud ne se tait pas, il le taquine en lui disant de ne pas être jaloux. On nous raconte que ce garçon corbeau veille toujours sur Luna. Cloud est le familier d'un sorcier très respecté et, pour une raison quelconque, il est très protecteur et contrôlant avec Luna, mais il l'aide toujours en tout, comme il l'a fait cette fois-ci. En résumé, c'est un garçon difficile à comprendre. Cloud continue en disant qu'elle ne doit plus s'approcher de ce type-là, car il ne sait pas quel tour il pourrait bien chercher à utiliser. Mais s'il tentait de se rapprocher de quelqu'un à nouveau, il le signalerait au maître, car si jamais quelque chose arrivait, cela ne se réglerait pas par une simple purge. Cela affecterait toutes les sorcières et tous les sorciers noirs sans distinction. Il lui demanda si cela était bien clair, et Luna répondit que oui. À ce moment-là, on voit de nouveau le champignon rouge grandir. Puis, à la maison, on voit Luna en train de lire un livre. La brebis lui demande si elle a vu quelque chose de beau aujourd'hui, et lui demande de dessiner la plus belle chose qu'elle ait vue en ville. On la voit alors prendre son crayon, se souvenant du visage de Henry, de la façon dont il a dit vouloir la revoir, que lorsqu'il est avec elle, son cœur se sent plus pur et qu'il l'attendra.
Se souvenir de tout cela la fait pleurer. Le petit taureau lui demande si quelque chose ne va pas, et le champignon rouge d'avant devient encore plus grand. À ce moment-là, la main de Luna commence à bouger toute seule, et soudain, elle est déjà en train de dessiner Henry. Elle voulait simplement graver ses paroles et son image encore et encore. Recevant une étreinte et un baiser sur la tête du dessin, la silhouette de Henry essaie de parler, mais aucun son ne sort. Cherchant un moyen de communiquer, il découvre qu'il peut écrire dans l'air. De cette façon, il la remercie de. Il lui demande alors s'il ne paraît pas plus grossier qu'avant. Luna lui révèle qu'en réalité, elle ne pensait pas le revoir, car elle croyait que le dessiner lui causerait encore des problèmes, mais aussi que si elle ne le faisait pas avec suffisamment de détails, il ne réapparaîtrait pas. Elle admet que le mieux serait qu'il ne la revoie plus, mais elle n'arrive pas à l'accepter. Après tout, en larmes, elle s'excuse auprès de lui d'être aussi égoïste. Mais Henry lui demande de ne pas pleurer. Même si ses larmes sont belles, il préfère la voir sourire. Il lui confie que c'est très frustrant de ne pas pouvoir essuyer ses larmes, se souvenant des fois où il l'a vue et de la manière dont, à chaque fois, elle avait des larmes aux yeux. Il lui demande s'il a fait quelque chose de mal pour la rendre triste. Luna dissipe alors le malentendu. Elle lui dit que c'était des larmes de bonheur, car c'était la première fois que quelqu'un la touchait avec douceur, et qu'elle s'est attristée en pensant que même maintenant, elle ressent encore de la peur, cette inquiétude que ce bonheur si intense finisse par s'effondrer, avec le sentiment qu'en désirant quelque chose de plus, elle finirait par détruire le bonheur de quelqu'un d'autre ou le sien. Alors que ses paroles s'estompent, Henry la rassure. Il lui promet qu'à partir de maintenant, il continuera à vivre ces moments avec elle. Il lui demande de l'accompagner, afin qu'ensemble ils cherchent une joie qui ne disparaîtra pas si facilement, de manière à pouvoir avoir un avenir ensemble. Après tout, il est prêt à tout faire pour elle. Avant de disparaître cette nuit-là, il lui demande de continuer à le dessiner désormais. Après tout, il n'existe pas pour lui de plus grand malheur que de ne pas pouvoir la voir. Ainsi passèrent les jours. Ils dessinaient ensemble, se réveillaient en lisant, jouaient avec les feuilles, tandis qu'en même temps ce champignon, symbole de leur amour, fleurissait. Une nuit, lors de leur promenade sous la lumière de la lune, ils trouvèrent enfin le courage de sceller cet instant par un baiser passionné. Un jour, comme un autre, les gens commencèrent à murmurer qu'il semblait que Henry était en mauvaise santé et que tout avait commencé le jour où il avait rencontré la sorcière noire. D'autres commentaient que sa famille allait dénoncer Luna auprès des sorcières blanches. En entendant cela, Claude se met en colère et se rend directement auprès de Luna. Le soir, alors que l'héroïne préparait le dîner, Minos lui demande si, cette nuit encore, elle ne dessinera pas Henry, puisqu'elle lui avait promis qu'il jouerait à lancer des haricots. Luna répond que non, car dernièrement il lui semblait très épuisé et que ses traits devenaient très pâles. C'est alors que Claude apparaît. Ayant entendu leur conversation, il réprimande Luna pour son imprudence et lui ordonne de regarder de ses propres yeux ce qu'elle a provoqué. C'est ainsi que l'on voit un petit champignon émerger du dessin représentant Henry. C'est alors que Luna comprend enfin la raison. Cloud lui demande si elle comprend maintenant et lui rappelle que, même s'il possède un peu de magie, il reste un simple humain. Il ajoute que si une sorcière aussi puissante qu'elle commet ce genre d'imprudence, alors, comme le disent les humains et les sorcières blanches, elle n'est rien de plus que le vil mensonge d'une sorcière noire. Il lui ordonne de faire ce qui est juste et de mettre un terme à tout cela. Luna comprend qu'il a raison. C'est pourquoi, avant d'agir, elle envoie 2 petits champignons rendre visite à Henry afin de le plonger dans le sommeil. Une fois cela fait, elle se rend personnellement dans sa chambre et, après lui avoir fait ses adieux dans une étreinte, elle extrait le champignon empoisonné, mais aussi les souvenirs et les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Elle le décrit comme le champignon le plus beau et le plus fragile qu'elle ait jamais créé, dont le contenu reflétait l'amour profond qu'il ressentait pour elle. Luna grave ces images dans son cœur, afin de mettre un terme, une fois pour toutes, à leur relation. Quelques jours plus tard, Henry se rétablit. Tout le monde le félicite. L'un de ses amis s'interroge sur cette maladie si étrange, tandis qu'un autre mentionne que, selon les rumeurs, il s'agissait d'une malédiction de la sorcière noire. Henry demande de quoi il parle, ce que ses amis prennent pour une plaisanterie. Derrière eux, on voit Luna et Minos passer en entendant toute la conversation. En la voyant agir de manière étrange, Minos la retient.
mais elle lui dit que tout va bien et poursuit son chemin. Ainsi, le temps suivit son cours. Les échos de la purge des sorcières noires se faisaient entendre de plus en plus fort, tandis que la sorcière s'éloignait chaque jour davantage de la ville. Un matin, Luna et les autres jouaient près de la rivière, lorsque soudain ils découvrirent un jeune homme au milieu de l'eau, un poignard planté dans la poitrine. La voix nous raconte que ce fut à cet instant qu'il rencontra pour la première fois la